Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. Voici les titres à la une de ce soir. Haïti au bord de l'effondrement total. La sénatrice Jean Sheehan presse Washington d'agir. L'élu américaine alerte sur le risque d'un État failli. Elle appelle à financer la mission kenyane et à rouvrir le dialogue international sur la sécurité d'Haïti. Le référendum constitutionnel du 11 mai n'a pas eu lieu. Des partis politiques dont ED pointent l'inefficacité ou du moins les capacités des autorités et appellent à une mobilisation citoyenne pour une nouvelle gouvernance. Le ministre chargé des questions électorales, Gratien Jean, interviendra dans ce journal. Également à la une de ce mercredi, après la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères dominicains et kenyans sur la mission multinationale, des anciens chefs de l'État dominicain et des responsables de l'armée se réunissent autour de la crise en Haïti. Cependant, au moins 23 000 migrants haïtiens illégaux ont été expulsés de la République dominicaine. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le parti Les Engagés pour le développement ED dénonce l'échec du référendum constitutionnel prévu le 11 mai 2025 par le Conseil présidentiel de transition qui n'a pas eu lieu. ED avait alerté sur l'impossibilité d'organiser un tel scrutin dans un contexte d'insécurité, de crise de légitimité et d'absence de dialogue avec la population. Le CPT, fragilisé par des scandales de corruption et déconnecté des réalités haïtiennes, ainsi que le gouvernement, sont critiqués pour leur silence et leur mépris envers le peuple. ED constate l'aggravation des conditions sécuritaires, l'incapacité à organiser des élections transparentes et l'échec du CPT à respecter l'accord du 3 avril 2024. Le parti exige la démission immédiate du CPT et appelle à une mobilisation pacifique de la population en invitant les forces vives du pays à s'unir pour une nouvelle gouvernance visant à soulager la souffrance du peuple haïtien. Jean Sheehan, sénatrice démocrate influente au sein de la Commission des relations étrangères du Sénat américain, a lancé un appel urgent à Marco Rubio, secrétaire d'État, pour qu'il priorise la crise sécuritaire en Haïti où la violence des gangs s'intensifie. Dans une lettre de 3 pages partagée avec le Miami Herald, Mme Sheehan recommande de rétablir les budgets coupés, de financer la mission multinationale actuellement sous-financée et sous-effective avec seulement 1000 agents déployés sur les 2500 prévus et d'initier un dialogue avec la Russie et la Chine pour établir une mission onusienne de maintien de la paix. Elle avertit que manque de leadership américain pourrait transformer Haïti en un État failli, exacerbant la crise humanitaire, provoquant une migration massive et renforçant un hub criminel transnational près des côtes américaines. Cette démarche intervient alors que l'administration américaine reste ambiguë sur sa politique haïtienne et que des pays caribéens suspendent leur participation à la mission faute de ressources. Alors que le référendum constitutionnel n'a pas eu lieu à la date prévue par le gouvernement, des doutes persistent quant à la tenue des prochaines élections cette année. Plusieurs organisations sociopolitiques dénoncent l'incapacité des autorités actuelles à restaurer l'ordre démocratique. Les élections sont-elles encore possibles en 2025 dans le contexte actuel? Le ministre chargé des questions électorales et du référendum, Gratien Jean, est notre invité ce soir. Monsieur Jean, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous à Métro News. Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous les téléspectateurs et spectatrices de Métropole. Et c'est un plaisir, c'est un devoir d'être avec vous à Métro News. Vous êtes le ministre chargé des questions électorales et du référendum. Le référendum qui devrait se tenir le 11 mai selon le calendrier qui a été publié. Le référendum n'a pas eu lieu, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très belle question, une question intéressante. Surtout, il y a pas mal de rigolos autour de ce référendum qui devrait se tenir le 11 mai. Malheureusement, en Haïti, il y a une chose qui fait beaucoup de défaut.
c'est la culture de planification. La planification se fait dans le temps et on se donne toujours, comment dirais-je, un échéancier, un délai. Donc, le 11 mai a été, je dirais, dans les discussions, dans les échanges de la planification stratégique comme étant une date projetée pour organiser le référendum dans la mesure où les conditions vraiment seraient remplies en ce sens. Les toutes premières conditions, tout d'abord, il faut avoir la Constitution et l'organe qui est chargé de réaliser, de réviser, encore de réformer la Constitution, c'est le comité de pilotage de la conférence nationale présidé par l'ex-premier ministre Inex Jean-Charles. Et justement, le comité de pilotage, avec toutes les difficultés internes, des difficultés aussi d'ordre administratif, n'oublions pas que les fonds sont gérés aussi par le PNUD. On a dû insérer le comité de pilotage dans le basket fund pour pouvoir vraiment permettre au comité de pilotage de réaliser ses travaux. La réforme constitutionnelle, le projet de société et aussi les réformes institutionnelles. Donc, pour démarrer, le comité de pilotage a réalisé les assises de la conférence nationale. D'ailleurs, dans l'accord du 3 avril 2024, pour arriver à la Constitution, transmettre le projet, l'avant-projet, encore le projet de révision de la Constitution, il faut tout d'abord passer par le groupe de travail sur la Constitution, que l'ex-député Jerry Tardieu, qui présidait cette commission, avait remis son rapport. Et deuxièmement, la réalisation des assises de la conférence nationale. Ces assises qui se sont tenues dans les 10 départements du pays et aussi de la diaspora. Je dirais c'est pour donner, je dirais, une légitimité au processus et aussi de rendre le processus inclusif et surtout participatif. Et contrairement aux autres processus conduisant à une révision ou à la Constitution comme en 86 et récemment en décembre, ce processus a été très participatif. Et le comité de pilotage a reçu depuis lors ce qu'on appelle les résultats des assises. Et finalement, le comité de pilotage est prêt pour transmettre l'avant-projet de constitution qui sera discuté puis reprise pour devenir un projet pour la soumettre en Conseil des ministres et convoquer le peuple en ses communes. Malheureusement, des gens qui sont de très grand niveau et universitaires, aussi, bon, c'est là que la politique blesse. Et aussi, moi, je fais la science politique. Je ne fais pas de la politique en tant que pratique, en tant que pratique pour aller vers le pouvoir ou encore nuire à l'autre. C'est vraiment dommage qu'on a considéré le 11 mai comme étant la date qu'on devrait avoir le référendum. Je l'ai bien dit. Monsieur Jean. Attendez-moi, c'est une projection qui a été faite dans un tableau de bord, dans un tableau de bord justement. Tout d'abord, il faut avoir la Constitution. Deuxièmement, il faut avoir le décret référendaire. Et troisièmement, il faut que l'exécutif convoque le peuple justement pour aller au référendum. Là, Monsieur Jean, vous m'écoutez? Monsieur Jean, vous m'écoutez? Oui, justement, vous avez parlé de planification, de projection de la date du 11 mai. Donc, c'est comme si nous t'a dit que 11 mai, ce n'est pas date côté référendum, nous t'a pas le fait. C'est ça, vous voulez dire nous là? Oui, justement, le Conseil électoral l'a dit en maintes fois, mes amis. Le président du Conseil électoral a intervenu en maintes fois pour dire que le 11 mai, c'est une date qui est projetée dans la mesure où les conditions sont réunies. Tout d'abord, très souvent, il évoque la question sécuritaire, mais aussi il faut avoir la Constitution, il faut avoir le décret, justement, le décret référendaire. Moi, j'allais dire tout d'abord, nous n'avons pas suffisamment communiqué là-dessus pour dire que, ah non, le 11 mai ne va pas se tenir. Mais comme étant donné, je crois, au niveau de ceux qui interviennent, et je parle des leaders de parti, où on soit des intellectuels, et connaissent pertinemment les conditions de la population et en général, qui est très réceptive
moi, j'avais fait l'expérience et dans les rues avec les gens, mais les gens disaient oui, mais voyons, nous n'avons pas été invités à aller au référendum. L'exécutif ne l'a pas fait. Non, Est-ce qu'aujourd'hui, Et maintenant, aujourd'hui, ce qui est très important, nous sommes dans le timing. Je voudrais le dire, et ça, c'est extrêmement important. Le Conseil présidentiel de transition a 5 grands chantiers. Et ces chantiers expirent le 7 février 2026. Justement, nous allons en parler. Monsieur Jean, vous nous dites que vous êtes dans le timing. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies? Et quel est donc ce timing dont vous parlez? Parce qu'on avait, nous, notamment la presse, avait la date du 11 mai, qui a été une date qui a été dite justement, notamment par des membres du Conseil présidentiel de transition. Aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes dans le timing. Le timing, c'est quoi aujourd'hui? Non, justement, dire que la presse, mais là aussi, la presse a un travail à faire. La presse aussi a un travail de planification. La presse sait pertinemment que le 11 mai a été une date projetée et en maintes fois, on est intervenu là-dessus. Maintenant, c'est quoi quelle est la date aujourd'hui pour la tenue du référendum? Monsieur Jean. Il faut aider. C'est ce qu'on fait justement. Cette transition n'est pas la transition du CPT, ce n'est pas la transition du gouvernement haïtien, c'est la transition du peuple haïtien. C'est notre transition. C'est pas que si la transition échoue, c'est le CPT. Non, c'est notre société. C'est notre société. Et c'est cette génération dont vous représentez aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Jean, il y a une nouvelle date pour la tenue du référendum? Monsieur Jean, vous m'écoutez? Vous m'écoutez, M. Jean? Par rapport aux aléas. Justement, je vous entends très très bien. Nous avons tiré leçon aux aléas, nous avons tiré leçon aussi aux facteurs, nous avons tiré leçon aussi au manque de culture, aussi de planification. Nous n'avons pas cette culture de planification, de faire des projections, ce qui nous fait défaut. Nous avons toujours tout le temps, mais nous ne savons pas qu'il faut planifier dans le temps, il faut avoir des délais. Ce que je voulais dire, que nous sommes encore dans le timing, parce que c'est un livrable, le référendum. Les conditions sont en train d'être réunies. Je parle, le gouvernement de son côté, moi, je ne m'occupe pas de la question de sécurité, c'est un grand défi, mais les conditions, à savoir tout d'abord avoir la Constitution est prête, et le président du comité de pilotage devrait rentrer cette semaine pour transmettre l'avant-projet du texte constitutionnel qui sera public pour des discussions. Et aussi, il y a le décret référendaire que le Conseil électoral a soumis de très longtemps, mais le décret, justement, il faut que l'exécutif voit le décret. Et bientôt, le Premier ministre avait annoncé récemment au CAI que le décret va être débattu et va être soumis en Conseil des ministres. Donc, nous aurons d'ici 2 semaines, nous aurons les 2 premières conditions, à savoir le texte constitutionnel, le décret référendaire. Pourquoi nous disons que nous sommes encore dans les timings? Parce que dans le tableau de bord que le Premier ministre a, que j'ai réévalué ce tableau de bord, nous avons dit que nous pouvons organiser le référendum entre, je dirais, mai, juin et même aussi août par rapport aux aléas. Mais il n'y a pas encore de date précise. C'était de les réaliser le 11 mai, mais le 11 mai, nous n'avons pas fait. Et le fait qu'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de décret référendaire, le comité de pilotage, c'est vraiment a fait beaucoup de travail. Moi, je ne vais pas exposer ici les difficultés. Nous cherchons des solutions. Et par rapport aux solutions que nous avons cherchées, aujourd'hui, nous avons une constitution, un avant-projet de constitution maintenant qui est prêt, qui va être soumis sous peu à l'exécutif. Le décret référendaire va être soumis en Conseil des ministres. Et là, nous laissons le choix au Conseil présidentiel, l'exécutif, le Premier ministre, et le Conseil électoral, à partir maintenant de l'adoption du décret référendaire, à partir de la transmission de l'avant-projet de constitution, vraiment, de voir ensemble, de projeter vraiment une date, puisque les 2 premières conditions pour le référendum, je ne parle pas de la question de sécurité, avoir la Constitution et le décret référendaire vont être prêts, et là, vraiment,
Et là, de l'autre côté, la question de la sécurité, là, le gouvernement va continuer à travailler là-dessus. Alors, il y a certains observateurs, certains partis politiques même, qui disent que l'heure n'est pas aux questions référendaires, l'heure n'est pas au référendum aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je ne leur répondais pas, je ne leur répondais rien, parce que je suis né en Haïti, j'ai 60 ans, 64 ans, et je suis né dans un pays de l'impossibilité. C'est aussi ça. Ce n'est pas l'heure pour le référendum. Mais chaque jour, nous nous levons, nous prenons le risque d'aller travailler, nous faisons ce que nous avons à faire avec tous les risques, mais nous ne voulons même pas prendre un risque, même un seul jour pour aller au référendum, et même aussi un seul jour pour aller aux élections. Alors, parlant d'élections... Écoutez-moi, pour les partis politiques, c'est tout normal. C'est inhérent aux partis politiques et de dynamiser ce qu'on appelle les contradictions politiques. N'oublions pas, les partis politiques concourent au pouvoir politique en tout ou en partie. Et malheureusement, ça arrive aussi par tous les moyens. Et aussi la déstabilisation, les transitions sont aussi un moyen dans les pays d'ex-colonie comme Haïti. Alors, parlons de transition, M. Jean. Surtout dans un pays où l'on ne produit pas de richesse. Et nous voyons aussi comment les partis politiques aussi pilulent et aussi les organisations politiques. Et la projection qu'il y a aussi, qu'on pense que la politique aussi, c'est une politique. Oui, Monsieur Jean, est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Jean, oui. Ok, Je vous écoute. Oui, alors, parlant d'élections, on allait justement en parler. C'est d'ailleurs le dernier point que nous abordons avant de mettre fin à cette interview. Nous savions que ce conseil présidentiel avait notamment pour principale mission d'organiser les élections et de remettre le pouvoir à un gouvernement élu d'ici février 2026. Est-ce que, vu la question sécuritaire, est-ce que selon vous, la tenue des élections cette année, pour cette année 2025, est encore possible? La tenue des élections pour 2025 est encore possible. Oui, est encore possible. Dans la mesure où nous voulons sortir de ce bourbier. Ce nous, c'est qui? Ce nous, c'est qui? Le conseil présidentiel, le gouvernement? Ce nous, c'est qui, monsieur Jean? Écoutez, je ne parle pas de conseil présidentiel. Je parle de nous. Nous sommes tous dans la même situation. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est là la conscience citoyenne. Nous sommes tous embarqués dans ce travail. Ne voyons pas seulement le conseil présidentiel. Le conseil présidentiel est dans la tête. Je dirais que c'est l'équipe qui mène. Donc, qui mène. Mais nous sommes tous dans le bateau. Et c'est cela. Et si le bateau périt, et le capitaine, et les matelots, et la chambre des marchés, et aussi les passagers vont payer. C'est là qu'il faut comprendre. Nous sommes, c'est ça cette transition, c'est ça cette délicatesse. Moi je le dis, si nous voulons rentrer dans le processus électoral avec une conscience humaine, de comprendre l'ampleur de la situation que nous vivions aujourd'hui, nous allons rentrer dans, j'ai bien dit, dans le processus électoral. J'ai bien dit, nous sommes encore dans le timing. Pourquoi j'ai dit encore dans le timing? Et malgré, il y a beaucoup de difficultés de logistique aussi, malgré la situation sécuritaire, les acteurs stratégiques qui sont encore bloqués, mais je le dis que nous sommes encore dans le timing. Voilà pour cette interview avec le ministre chargé des questions électorales et du référendum, Gratien Jean. Avec lui, on parlait référendum et élections. Merci de votre fidélité à Métropole. Le ministre kényan des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, a signé lundi un protocole d'accord sur l'évacuation et le rapatriement du personnel de la mission multinationale avec son homologue dominicain Roberto Alvarez, selon un tweet du ministre kényan. En outre, les deux responsables ont paraphé d'importants protocoles d'accord sur la coopération entre leurs écoles respectives de diplomatie. Les deux ministres ont échangé sur des domaines d'intérêt commun, notamment le commerce, la sécurité, les échanges culturels et la collaboration au sein de la mission multinationale en Haïti dirigée par le Kenya.
Pour renforcer leurs relations bilatérales, le Kenya et la République dominicaine ont convenu d'installer des missions diplomatiques à Nairobi et à Saint-Domingue. Ce mercredi 14 mai, le président dominicain Luis Abinader a réuni les anciens présidents Hipólito Mejía Leonel Fernández et Danilo Medina pour analyser la crise institutionnelle en Haïti qui affecte directement la sécurité et la migration en République dominicaine, accompagné de hauts responsables dont les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, le commandant de l'armée ainsi que les directeurs du DNI, de l'immigration et l'ambassadeur en Haïti. Ils examinent la situation actuelle, les actions entreprises par l'État et les réponses nationales et internationales, sans aborder la politique intérieure ni proposer de solutions concrètes. Cette rencontre vise à promouvoir l'unité nationale et une gestion responsable face à une menace régionale, tout en évaluant des mécanismes de coordination pour l'avenir, informe la présidence dominicaine sur son site. Toujours concernant la République voisine, plus de 23 000 migrants haïtiens en provenance de la République dominicaine ont été rapatriés en Haïti au cours du mois d'avril, selon un rapport du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR. Entre maltraitance, viol et humiliation, des citoyens haïtiens sont arrivés dans le pays sans aucune pièce d'identité. Des enfants sont venus sans leurs parents, des hommes sans leurs femmes et vice-versa, explique le porte-parole Sam Guillaume. L'insécurité est la principale source de la fuite des citoyens, souligne le GAR, demandant aux autorités étatiques de prendre des dispositions afin de freiner cette lutte dans le pays. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy et de Guitry Choisy. Ce n'est pas la première fois que le GAR produit des rapports alarmants en ce qui concerne les conditions de déportation des Haïtiens en provenance de la République dominicaine. Loin d'être la dernière, des chiffres ont considérablement augmenté ces derniers jours, explique le porte-parole Sam Guillaume. 23 123 cas rapatriements. Parmi les chiffres, il y a 15 934 garçons. Il y a 5 426 femmes, 824 petites filles et 934 petits garçons. Moun sa yo été arrivé rapatriés sur 4 points frontaliers, 4 points officiels. Nous avons 12 260 pour Belader, 7 098 pour Wanamint, 2 078 pour Ansapit et 1687 pour Malpasse. Une situation qui est devenue de plus en plus inquiétante pour les Haïtiens et les Dominicains, de leur côté, agissent sans merci envers eux. Donc, il est important pour que vraiment l'État haïtien intervenu et déployer de moyens sur frontières pour permettre qu'il prenne en compte le besoin de chaque haïtien qui a voulu retourner. Nous connaissons fait plusieurs jours en prison sans manger, sans boire de l'eau. Il faut qu'au moins soit capable de manger, il soit capable de l'eau pour boire, il soit capable de moyens de transport pour aller à la caillou, qui viennent, qui méritent à l'hôpital. L'insécurité est la principale raison pour laquelle des citoyens haïtiens fuient leur territoire et la solution pour qu'ils voient Haïti comme un Eldorado n'est pas pour demain, explique Sam Guillaume qui lance un appel aux autorités étatiques. Donc il est important pour l'État de résoudre le problème de sécurité, permettre que les Haïtiens soient capables de courir, quitter la caillou, capables de retourner la caillou et faire projet la vie là. À partir de là, nous avons moins d'Haïtiens qui traversent les frontières, nous avons un paquet d'Haïtiens qui sont en République dominicaine qui rentrent de par eux-mêmes, viennent et faire activité dans le pays. Et il est important tout dans le niveau diplomatie pour l'État haïtien joindre un chita à parler avec l'autorité république dominicaine pour être capable de revoir le modèle de traitement que y a des migrants haïtiens en République. C'est un moment décisif dans l'histoire des deux pays. Le GAR se dit dépassé par les événements. Chiffre ça yo décrit ou bien une réalité qui est alarmante et effectivement parce que c'est une situation que nous quelques jours nous pas ouais en termes de chiffres parce que chaque jour nous connaissons les chiffres ont augmenté et nous presque vraiment pas qu'à faire face avec cette situation au point que dans le bureau nous Belader nous obligés nous dépasser capacité d'accueil nous Jean coordonnateur dit là nous obligés à débarrasser de salles de bureaux salles de conférence nous pour nous permettre que tout le monde nous permette de nous assister plus que possible. Les autorités haïtiennes se soucient-elles de la situation ou sont-elles trop préoccupées par l'insécurité? Était-ce le cas, la solution serait palpable selon certains observateurs. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste,
Est-il au courant de la réalité ou se contente-t-il de gérer son poste? En somme, si l'État haïtien n'est pas au courant, et apparemment c'est le cas, estiment certains, ils ont tweeté lors de l'effondrement du club nocturne Jet Set en avril dernier. Autre point qui domine l'actualité, l'Association des professionnels du pétrole, AP, alerte sur une paralysie imminente du secteur pétrolier en Haïti, causée par les actions violentes de gangs armés qui contrôlent les principaux axes de transport, entravant la circulation des carburants et mettant en danger la vie des transporteurs. Cette situation critique menace de paralyser l'ensemble de l'économie nationale. L'AP dénonce les pressions exercées sur les chauffeurs, les paiements illégaux exigés pour circuler et la fragilisation de la chaîne logistique pétrolière, déjà perturbée à plusieurs reprises en 2024, notamment par le blocage du terminal de Vareux. Elle appelle l'État à agir d'urgence pour rétablir la sécurité et demande une rencontre avec le Premier ministre afin de discuter de mesures concrètes pour garantir l'approvisionnement en carburant. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Haïti au bord de l'effondrement total. La sénatrice Jean Chin presse Washington d'agir. L'élu américaine alerte sur le risque d'un État failli. Elle appelle à financer la mission kenyane et à rouvrir le dialogue international sur la sécurité d'Haïti. Le référendum constitutionnel du 11 mai n'a pas eu lieu. Des partis politiques dont ED pointent l'incapacité des autorités et appellent à une mobilisation citoyenne pour une nouvelle gouvernance. Le ministre chargé des questions électorales, Gracien Jean, était notre invité ce soir. Et puis après la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères dominicains et kenyans sur la mission multinationale, des anciens chefs de l'État dominicain et des responsables de l'armée se réunissent autour de la crise en Haïti. Cependant, au moins 23 000 migrants haïtiens illégaux ont été expulsés de la République dominicaine. C'est sur ces dernières informations que nous refermons notre 3e édition de ce journal pour la semaine. Merci infiniment de votre attention et de votre confiance. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.